Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Rapport 2019 du vérificateur général. Qu'est-ce qui va changer? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont professeur Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, Khalid Dambélé, économiste, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale CRAPES, Mahamadou Djanka, juriste, professeur Mamoutou Soumaré, économiste, chercheur au groupe de réflexion et de recherche sur la corruption. Il est au téléphone et maître Chekmar Konaré, avocat qui nous rejoindra au cours du débat. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs, invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Dans le rapport 2019 du vérificateur général, des irrégularités financières sont signalées au niveau de plusieurs services. Mais est-ce un rapport de plus? Quelle analyse du contenu de ce document? Les services juridiques se servent-ils réellement de ce document? Et les autorités de la transition vont-elles apporter un changement? Nos invités sur le plateau, professeur Clément Dambélé, est-ce un rapport de plus, ce rapport du vérificateur général de 2019? Oui, bonsoir M. Touré. C'est un rapport de plus, un rapport de trop. De trop, pourquoi? Parce que ça fait des années que nous assistons au même spectacle. Ça fait des années que nous voyons toujours les mêmes rapports, les mêmes propos. Ce que Mbado a dit, ce n'est pas nouveau. ATT l'avait dit, pire que lui. Ibeka l'avait aussi juré en 2014. Et aujourd'hui, je pense que la question ne se situe pas au niveau des rapports. La question, c'est dans l'action. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Qu'est-ce que les autorités vont faire pour sortir de cette honte nationale? Parce que là, on frôle au plus bas niveau de l'indignité, de l'indignation dans ce pays. Quand on voit que les Maliens, quand on prend le rapport de PAM Mali, Programme alimentaire mondial, et qu'il y a un tiers de Maliens, un Malien sur 3 ne mange pas 3 fois par jour. C'est dans le même pays où, quand on fait la compilation de ce rapport sur les 3 ans, on frôle les 300 milliards, qui n'est pas beaucoup. Je vous expliquerai. Les 300 milliards volés dans le rapport du vérificateur général, c'est très peu par rapport à la réalité sur le terrain. C'est un rapport de plus, un rapport de trop. Il faut maintenant agir, maintenant et tout de suite, pour que le Malien se sente dans son droit. Un rapport de plus, une honte nationale. Partagez-vous cet avis de professeur Clément Dambélé, Mahamadou Djanka? Bonsoir M. Touré et bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs. Et effectivement, comme le professeur Clément Dambélé, je pense que c'est un rapport de trop, de plus, disons. Moi, je ne dirais pas que c'est un rapport de trop, parce que de sa création en 2003 ou 2004, je ne me rappelle plus, le bureau du vérificateur a produit chaque année des rapports. Et on sait généralement que ces rapports finissent soit dans des tiroirs pour certains, soit dans des procédures sensationnelles au niveau du pôle économique ou de la justice en général. Mais à la date d'aujourd'hui, il est difficile de mesurer l'impact de ces rapports-là en termes de remboursement. Parce que généralement, comme vous voyez, le rapport du vérificateur, le travail du vérificateur est un travail a posteriori, c'est-à-dire qui se passe après la commission des infractions ou des irrégularités, si on veut dire. Or, moi, je pense que fondamentalement, la lutte contre la corruption est un concept qui devrait mettre l'accent beaucoup plus sur la prévention. Nous allons revenir là-dessus, mais par rapport à ces rapports, je pense que c'est un rapport de plus qui va faire sensation pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis, bon, nous allons passer à autre chose. Tout cet argent qui disparaît au fil des années, signalé dans différents rapports du vérificateur général, quel est l'impact de cette situation sur l'économie du pays, Khalid Dambélé? C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez notre économie, c'est une économie qui souffre. Comme la plupart des économies de la sous-région, il y a plusieurs explications à cela. Mais aujourd'hui, le contexte effectivement, dans lequel nous discutons de ce rapport-là nous permet de dire que la corruption est un frein au développement économique, joue de façon négative justement sur le développement de notre économie. Le bureau du vérificateur fut créé en 2004. Le premier rapport est tombé en 2005. Nous sommes en 2020, ça fait 15 ans. 15 ans, jour pour jour, chaque année, effectivement, c'est un bureau qui rend justement un rapport dans lequel des faits de corruption, effectivement, sont signalés. Des faits d'irrégularité financière sont signalés. Lesquelles sommes, justement, il faut le reconnaître, peuvent être utilisées efficacement dans d'autres secteurs pour permettre à l'économie d'amorcer, bien évidemment, un développement économique durable et soutenable. Donc, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, au regard de
ce rapport de plus, j'estime que c'est effectivement l'expression claire et nette que c'est un phénomène qui continue de gangréner justement le développement économique de ce pays, lequel phénomène s'appelle tout simplement corruption, qui aujourd'hui, il faut le dire sans fausse honte, frôle une dimension systémique. Plus de 10 rapports qui sont publiés par le bureau du vérificateur général. Bonsoir, Maître Cheikh-Oumar Konaré. Est-ce qu'après plus de 10 rapports, qu'il n'y ait pas de preuve, de solution, de suite selon beaucoup de Maliens, est-ce que cela veut dire qu'il y a une justice au Mali? La question, elle est la suivante. Est-ce qu'il y a une justice au Mali? La question est osée. Je remercie d'abord tous les débatteurs et tous vos éditeurs. La question de la lutte contre la corruption est cruciale parce que c'est des centaines de milliards qui sont détournés chaque année. Je salue au passage les travaux du professeur Clément que je vois se battre tous les jours pour dénoncer les actes de corruption et demander justice. En réalité, le problème n'est pas seulement un problème de justice. C'est qu'on a très mal pensé cette lutte. La première chose, c'est quoi? Quand vous voulez obtenir un résultat dans un domaine, il faut une législation adaptée. Or, dans notre droit pénal, le procureur dispose de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Quel que soit ce que vous mettez dans un rapport d'enquête, la loi autorise le procureur à le classer dans son tiroir. Or, le procureur n'est pas un magistrat indépendant. C'est un magistrat du parquet que la loi soumet à l'autorité du procureur général, lequel procureur général lui-même est soumis à l'autorité du ministre de la Justice, le ministre étant lui-même soumis au président de la République et au Premier ministre. Donc, de fil en aiguille, le parquet devient une sorte de démembrement du gouvernement dans la justice. Et si le parquet peut classer les dossiers, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'en parle plus, ça veut dire que la loi même donne au gouvernement les moyens de ne pas donner suite au dossier qui le gêne. Donc, si on veut lutter contre la corruption, la première chose à faire, c'est de mettre dans le code de procédure pénale que par exception au principe d'opportunité des poursuites, le procureur doit obligatoirement donner suite au dossier d'enquête issu des structures publiques de contrôle. Si vous mettez ça, le procureur ne peut plus rien. Il ne peut ni classer, ni éteindre. Il est obligé de transmettre au juge d'instruction. Première chose. Tant qu'il n'y a pas ça, les dossiers dorment. Et vous ne pouvez rien parce que c'est la loi. Et la loi, c'est la loi. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que... comment on appelle ça? Rien n'est fait pour définir la politique pénale de l'État. Est-ce que l'État veut recouvrer l'argent? Ou bien est-ce que l'État veut jeter des gens en prison et brandir leur tête comme un trophée de guerre? Parce que tant que vous ne répondez pas à cette question, vous ne pourrez pas contrôler le reste de la procédure. Par exemple, un rapport vient qui accuse quelqu'un d'avoir détourné 10 milliards. Savez-vous que quand cette personne se présente, le procureur n'a pas le droit de lui dire de payer les 10 milliards et moyennant l'extinction des poursuites. Parce que le procureur se réfère au code de procédure pénale qui interdit la médiation pénale en matière d'atteinte aux biens publics. Si vous et moi, nous nous transportons au tribunal pour un litige, le procureur a le droit d'entamer entre nous une médiation. Et si nous nous entendons, il classe le dossier.
Mais en matière d'atteinte aux biens publics, la loi interdit au procureur de mener une médiation pénale. Et donc, il poursuit. Et quand quelqu'un est poursuivi, ça veut dire que le procureur l'a renvoyé devant le juge d'instruction. Le pouvoir du procureur s'arrête là. C'est le juge qui place la personne sous mandat, c'est le juge d'instruction qui le libère. Et donc, même s'il paye là-bas, le juge d'instruction ne peut plus éteindre les poursuites. Alors, si bien que la personne qui est poursuivie ne va plus rien payer. Pour la bonne raison qu'il n'a aucune garantie qu'en payant, on va le laisser en paix. On va y revenir donc, avec plus de Au détails. lieu de payer les 10 milliards, il va se débrouiller pour sortir en payant peut-être 10% ou 1% de cette somme. Professeur Mamoutou Soumaré, vous êtes au téléphone. Quelle analyse faites-vous du contenu de ce rapport 2019 du vérificateur général? Merci, M. Touré. Bonjour à tout le monde. Alors, je voudrais d'abord abonder un peu dans le sens de mon prédécesseur. Vous savez qu'il y a Monsieur Soumaré? une initiative qu'on appelle la Solène Asset Recovery, qui propose justement pour les biens mal acquis de faire de bonnes pratiques en matière de confiscation d'actifs sans condamnation. C'est une des méthodes qui peut permettre à l'État ou aux États de récupérer les biens mal acquis sans condamner directement les personnes qui ont volé ces biens. Donc pour revenir maintenant à votre question et pour parler du rapport, il y a deux choses dans le rapport. Il y a les effets d'annonce, comme disait le professeur Clément tout à l'heure, c'est un rapport de plus. Les effets d'annonce, par exemple, où on se trouve dans un état de droit où le président de la transition, d'office, dit que les gens qui sont nommés seront condamnés. C'est bizarre. On est dans un pays de droit, présomption d'innocence, on doit faire des enquêtes. Évidemment, il y a énormément de choses dans le rapport 2019 où on se pose la question du point de vue juridique. Quand, par exemple, on dit que le conseil d'administration n'a pas décidé d'une des sociétés minières, n'a pas décidé d'octroyer des dividendes et que c'est transmis au procureur, au président de la section des cours suprêmes. Mon collègue tout à l'heure a parlé de la loi malienne. Il n'y a pas dans la loi malienne une condamnation pour ne pas que le conseil d'administration ait refusé d'octroyer des dividendes. Il n'y a rien dans le code pénal du Mali qui n'incrimine ça. Au cas où même ça serait un délit. Le conseil d'administration délibère et décide, et ensuite normalement l'Assemblée générale des actionnaires va se prononcer sur les propositions du conseil d'administration. Même si on est dans une société particulière, avec participation de l'État, il n'y a rien d'illégal. Donc il faut faire attention aux effets d'annonce. C'est vrai qu'il y a 60 milliards et quelques de dividendes qui n'ont pas été payés, mais est-ce que c'est réellement un problème? La même chose, quand on parle de l'ancien directeur de l'ORTM, il nous dit qu'il a détourné 4 milliards, c'est ce qui est sorti dans la presse. Et on se rend compte que dans les 4 milliards, il y a 2 milliards d'impayés de l'ORTM, à l'ORTM. Donc, il faut non seulement que le rapport soit un peu plus conséquent et qu'il y ait moins de publicité ou de marketing autour de ce rapport. Et pour revenir également toujours à ce que mon prédécesseur disait, on a un problème au Mali, c'est qu'on fait de copier-coller d'institutions. Au Canada, le vérificateur est redevable auprès du Parlement canadien. Il n'est pas redevable auprès du président, qui a la possibilité, comme il a été fait il y a quelques années, d'avoir un exemplaire d'un rapport en un seul exemplaire confidentiel. Ce qui a été fait en 2015, où on a remis le rapport de vérification du ministère de la Défense, n'a pas été public, n'a pas été rendu public. Vous ne pouvez pas avoir ça au Canada. Donc on fait du copier-coller et on ne fait pas évoluer notre législation, comme le disait mon prédécesseur, et on n'adapte pas nos textes aux réalités des affaires, entre guillemets, des affaires actuelles.
Merci, professeur Soumaré. Professeur Clément Dambélé, depuis la création du bureau du vérificateur général, les précédents régimes, pensez-vous qu'ils ont réellement voulu lutter contre la corruption dans le pays? Jamais. Le premier qui a battu les records, c'est quand même Alpha Omar Konaré. Et il a passé la main en bon enseignant à son élève Amadou Mantouré, qui à son tour a bien passé le bâton à Ibeka et qui certainement a bien préparé la classe des plus médiocres pour le régime qui vient actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu effectivement la lutte contre la corruption au Mali. C'est devenu un phénomène politique, c'est devenu un phénomène d'annonce, c'est devenu une sorte de publicité. Chacun vient se servir de cela pour faire bonne conscience. Mais quand vous prenez seulement la loi de lutte contre la corruption en 2014, la loi du 27 mai 2014, elle encadre la lutte contre la corruption, elle donne toute la possibilité à des structures comme le CLEI qui peuvent se servir de cela pour lutter effectivement contre la corruption. Le Mali, quand même, c'est le seul pays, c'est un cas d'école, où on voit par exemple qu'il y a des syndicats qui s'élèvent parce qu'ils sont contre la corruption, ils sont pour la corruption quelque part, parce qu'ils veulent protéger leurs syndiqués pour les éviter de vérification, etc. etc. Je parle de Saint-Ad, dirigé par Katilé, et qui veut maintenant qu'on ferme le CLEI. Mais il y a beaucoup d'exemples où, quand on voit à la télé, c'est ça la honte, ce sentiment d'indignation et d'indignité, quand on voit à la télé qu'on vient donner le rapport au président de la République, le père de la nation, un bon père de famille, comme les juristes aiment le dire, qui est incapable de donner des recommandations, de suivre ces recommandations et faire appliquer la loi. Le problème du Mali... Est-ce une incapacité ou un manque de volonté? Non, c'est un manque de volonté, parce qu'eux-mêmes sont à 99% empêtrés dans les histoires de vol. Vous savez... les présidents également sont corrompus. Les présidences sont déjà un nid de corruption par excellence. Ça commence par là, et il faut passer par les partis politiques. Si c'est le cas, doit-on être étonné que la lutte contre la corruption ne soit pas la réalité au Mali, comme le pensent certains observateurs? Ce n'est pas la réalité. Encore pire, c'est que ceux-là même qui font des grandes annonces et les différents présidents sont, entre guillemets, dans les classes les plus corrompues. Quand on fait une classification au Mali, on trouve que la présidence est tellement corrompue, après tu passes par la primature et tu touches un peu le ministère de l'économie. Il n'y a aucun ministère au Mali qui n'a pas corrompu. Moi, je vous l'ai dit. Aucun ministère. Aucun ministère. Avez-vous les preuves de ce que vous dites? Prenez le rapport 2019. Le rapport qui a été sorti par les différents ministères en 2019. Le rapport de janvier à juin. Et quand vous allez sur le terrain, il n'y a aucun ministère qui n'était pas qui était à jour dans la réalisation de ces décaissements. Aucun ministère. Et c'est le pays où, comme disait... Est-ce que cela prouve que ce sont des ministères non, mais quand vous sortez... Il peut y avoir des retards, non? Non. Quand vous sortez, vous décaissez, vous faites les rapports, que vous avez réalisé 2 classes, quand le ministère de l'économie sort de l'argent qu'il a fait telle ou telle chose, et qu'il y a le rapport de livraison qui est là, ça veut dire que la réalisation a été effective avec la signature du maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Et quand vous allez sur le terrain, vous trouvez qu'il n'y a rien. Au Mali, vous savez, aujourd'hui, à Bamako, il doit avoir normalement 4 ponts qui ne sont pas réalisés. Les chemins de fer devaient être déjà effectifs. On devait avoir d'autres aéroports que l'aéroport de Modibo Keïta. On devait avoir aujourd'hui 6 stades de football. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'argent? Parce qu'ils détournent l'argent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Il y a beaucoup d'argent. Tout simplement, il y a une petite classe bourgeoise, intellectuelle, qui se trouve au pouvoir et qui se passe la main. Ils sont en train de dilapider, de voler à ciel ouvert parce qu'il y a l'impunité. Est-ce que ça se fait au vu aussi des juristes? Oui, alors la justice est la première qui a alerté dans ça. Parce que il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup au Mali en tant que philosophe, c'est que le procureur peut s'autosaisir. Alors moi, je ne comprends pas lorsque vous pouvez vous autosaisir d'une affaire et que vous voyez tous les jours dans les journaux, dans les rapports, etc., que vous ne saisissez pas ce dossier et allez avec votre cheval de bataille pour lutter contre ça. Et je suis même quelque part contre le paiement de caution, on va en arriver. Mais les juristes qui ne sont pas au pouvoir, est-ce qu'ils dénoncent cette situation également? Est-ce que les économistes également dénoncent cette situation? Si vous estimez que l'État malien, même au plus haut niveau, est corrompu? Non, en fait, le problème du Mali, ce sont les politiques et les intellectuels. Ce sont les politiques et les intellectuels. Donc, les juristes qui sont là, l'économiste qui est là, ils dénoncent timidement. Je fais partie de ceux aussi qui sont les peureux, si on va dire les choses comme ça. Mais ils dénoncent timidement parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les discours.
il faut que Maître Konaré, mon aîné, il faut que le jeune frère, l'économiste, il faut que nous sortions dans la rue finalement pour dire que ce rapport, nous exigeons que ce rapport soit preuve de lutte contre la corruption par Mbandao. Mahamadou Dianka, paraît que vous dénoncez timidement, selon Clément. Ben, moi, je ne ferai pas du sensationnel comme Clément. Je suis désolé, je reviens là-dessus. Moi, je ne crois pas à la répression comme seul moyen de lutte contre la corruption. Vous prenez les structures de contrôle qui existent au Mali. Il y a 7 ou 8. Il y a le contrôle financier. Il y a la CASCA, ou je ne sais plus, la cellule d'appui aux services publics. Il y a le contrôle général des services publics. Vous avez le bureau du vérificateur, le pôle économique, l'OCLEI. Parmi ces 6, 7 ou 8 structures, il y a une seule qui intervient a priori, avant que la dépense ne se fasse, parce que c'est la passation des marchés qui est vraiment un nid de corruption. Quand vous prenez le rapport du vérificateur général, je pense que la plupart des illégalités ont trait à des dépenses publiques. Il y a une seule structure et c'est le contrôle financier. Et son rôle se limite à vérifier si le crédit est disponible au niveau du budget d'État, si les prix sont plus ou moins acceptables, et puis voilà, si les procédures sont sommairement respectées. Les autres structures interviennent a posteriori. Il y a un problème. Parce que moi, je suis du privé, j'ai des interactions avec le secteur public. Je vois, il y a des procédures totalement différentes. Si vous voyez, dans le privé, on essaye de mettre des process en place qui empêchent cette évaporation. Moi, je crois beaucoup plus à un tel système qu'au tout répressif. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de la dématérialisation ? Qu'est-ce que nous faisons de la digitalisation au niveau des structures de l'assiette? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons des méthodes que des pays comme le Rwanda appliquent? Parce que nous parlons aujourd'hui du rapport du vérificateur général. Moi, je suis désolé. Ce rapport ne parle pas de la petite corruption qu'il y a dans la circulation routière, qu'il y a au niveau des services de santé, qu'il y a au niveau de tous les services publics. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour lutter contre tous ces dysfonctionnements qui sont aussi une forme de corruption? Au Rwanda, vous arrivez, c'est un exemple, vous arrivez dans un service public, que ce soit la police, la justice, ou une mairie, vous devez avoir vous avez besoin d'un document, vous avez le montant et le délai imparti qui est affiché sur un tableau derrière l'agent qui est censé vous délivrer ces services. Et vous avez en bas le numéro du responsable auquel vous devez faire recours si vous n'avez pas satisfaction au bout de ce délai. Il y a des petites actions, et ça on peut multiplier les exemples, qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour vraiment sortir de cette situation. Et pour revenir à la passation des marchés publics, moi aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans le privé, nous avons la chance d'avoir des interactions. Moi je vois ce qui se fait en termes de procédure de passation de marché dans les systèmes des Nations Unies ou dans le secteur privé. Quand je le compare avec ce qui se fait dans le secteur public, j'ai dit, bon, forcément, il y a un problème. Il va falloir s'asseoir à un moment donné pour regarder tout ça. Mais une fois de plus, moi, j'ai dit, je ne crois pas au tout répressif. Il faut plutôt penser à mettre les procédures en place. Et les quelques rares brebis galeuses qui vont oser, malgré la mise en place de ces process, voilà, il faudrait que la justice intervienne de sorte qu'il n'y ait pas de... Justement, en tant que juriste, est-ce que vous dénoncez suffisamment cette situation? Une fois de plus, moi je répète, il faut faire en sorte que nous ayons une bonne législation qui prévient au lieu de rester dans le répressif. Je ne veux pas du sensationnel. À vous, Khalid Dambélé, par rapport à l'économie aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente comme perte, toute cette corruption qui est signalée depuis plusieurs années à travers le Mali? Vous prenez ne serait-ce que le dernier rapport-là qui vient de sortir, c'est près de 300 milliards. 300 milliards, c'est plusieurs hôpitaux. 300 milliards, c'est plusieurs routes. 300 milliards, c'est plusieurs emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a des études qui ont démontré qu'il y a une corrélation forte entre l'augmentation du chômage et l'insécurité au centre. Or, on sait qu'aujourd'hui, la question de l'insécurité, effectivement, est un enjeu majeur pour notre pays. Donc oui, la corruption représente une sorte de défi majeur pour le développement aujourd'hui au Mali. Mais moi, je pense qu'il faudrait quand même situer un peu les choses dans leur contexte. Quand vous écoutez l'avocat à ma droite, en passant par le professeur Soumaré, en tombant sur le professeur Clément, en finissant par le grand frère, vous allez vous rendre compte que tous parlent de la même chose, mais plutôt avec un langage qui est un peu différent. Il a parlé tout de suite de la petite corruption au quotidien. À partir du moment où on est conscient qu'il y a un fait comme ça veut dire que l'aspect devient systémique. Ce n'est plus qu'au niveau du gouvernant, c'est au niveau de toute la société dans sa globalité. Et aujourd'hui, quand vous êtes face à un phénomène systémique de ce calibre-là, il faut quand même une démarche holistique, il faut une démarche systémique pour combattre bien évidemment ce phénomène systémique qui est là. Moi je pense que
les deux peuvent aller ensemble. Le côté répressif, mais aussi et surtout le côté préventif. Parce que qu'est-ce qui encourage davantage? Depuis 15 ans, les rapports sortent, depuis 15 ans, les faits évidents de corruption sont là. Mais pourtant, chaque année, on a l'impression que le rapport du vérificateur ne sert pas à quelque chose. Parce que d'une part, il y a quand même une impunité qui est là. D'une part, ça veut dire qu'il n'y a pas de sanctions qui tombent. Si vous écoutez le juriste, il vous dira tout de suite que les législations ne sont pas effectivement à la hauteur. Mais qu'est-ce qui fait que les législations ne sont pas à la hauteur? Si vous prenez l'Assemblée nationale, qui doit être un acteur, bien évidemment, de la lutte contre cette corruption-là, nos députés, effectivement, qu'est-ce qu'ils font au niveau individuel d'abord, dans leur propre gestion? Est-ce que quand vous prenez le rapport du vérificateur, il n'y a pas des choses qui leur concernent? Oui. Quand vous prenez par exemple la présidence, il n'y a pas des choses qui leur concernent? Moi je dirais oui. Donc je pense que ceux qui doivent mettre un système en place pour combattre bien évidemment contre ce phénomène systémique-là sont quelque part ceux-là qui prennent part dans cette descente aux enfers. Donc je pense que si nous sommes face à un système comme ça, il faut effectivement une démarche holistique pour la combattre. Pour revenir justement à ce que le grand frère disait tout de suite, est-ce qu'on dénonce timidement? Moi, je pense que dans un État, les rôles sont répartis. Un observateur comme moi, engagé dans la société, les formes d'engagement peuvent être pas les mêmes. Le grand frère préfère créer une association et descendre dans la rue. Moi, je préfère écrire, publier et dénoncer des choses. Chacun sa méthode. Je pense qu'on va se compléter au final. Mais ce qui reste d'actualité, c'est que nous sommes face à un phénomène systémique où la corruption est la régie et non l'exception. Quand ça arrive à ce niveau-là, on peut crier, on peut dénoncer, mais tant qu'on n'arrive pas à réfléchir ensemble une démarche holistique pour la combattre, les prises de position, moi je ne dirais pas sensationnelles, mais qui crient tout le temps, je pense que ça n'aura pas d'effet. Les autorités de la transition sont en place. Le président Bandao a promis de lutter contre la corruption. Est-ce que vous pensez qu'avec ce rapport 2019, avec cette transition qui est en place, quelque chose va changer? Maître Cheikh Marcon. Merci. Vous savez, moi je me méfie beaucoup des rapports du vérificateur général. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? En raison des ambiguïtés, des mots mi-figue, mi-raisin. Quand on me parle de manque à gagner, qui n'est pas incriminé par le code pénal, j'ai des doutes. Quand on dit tel montant aurait pu être recouvré si on avait agi de telle façon. Donc en réalité, je considère beaucoup plus le rapport du Végal comme un catalogue d'intentions. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ça sert tout simplement à jeter des gens en pâture, mais sans incrimination véritable. Si quelqu'un a détourné, il faut dire son nom dans le rapport. Il faut dire comment il a détourné. Et il faut utiliser le mot détournement. Pourquoi vous allez nous parler de manque à gagner? Ça veut dire que le détournement n'est pas évident. C'est pourquoi un procureur... Donc c'est pas très sûr que le Mali ait perdu 300 milliards. Non, c'est pas du tout certain. Et comme au Mali, on aime le spectacle. Dès que ton nom figure dans le rapport là, tu passes pour un voleur et un brigand. Alors que c'est loin d'être le cas. C'est d'ailleurs une violation du principe de la présomption d'innocence. Maintenant, je vais plus loin. Je vais vous dire, il y a un procureur qui était en fonction il n'y a pas très longtemps, qui a dit au vérificateur général, écoutez, si vous m'envoyez des rapports, moi je n'ai pas le temps de d'éplucher un rapport de 1000 pages et voir tirer des infractions là-dedans. Non, 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 non. C'est à vous de me dire quelles sont les infractions qui ont été commises et par qui. Vous êtes qualifié, vous avez des jurys chez vous, vous avez des magistrats, vous avez des financiers, mais dites-les. Pourquoi vous voulez m'apporter un fatras de papier? Vous voulez que moi j'aille lire tout ça? Je n'ai pas ce temps. Et je trouve qu'il a raison. Maintenant, je vais vous dire, la corruption, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et on va encore y faire presque toute notre vie. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de la démocratie représentative. Cette démocratie représentative est la mère de toutes les corruptions. Et on va à l'élection présidentielle. Nous sommes 20 candidats. L'élection
Pour gagner au Mali, aujourd'hui, là, il faut avoir 20 milliards. Est-ce qu'on s'est demandé d'où viennent ces 20 milliards? 20 millions. 20 milliards, j'ai dit. Ok. D'où viennent ces 20 milliards? Quelle est la structure qui ne s'est jamais intéressée à la fortune des candidats? Et quand quelqu'un passe avec ces 20 milliards-là, il devient président. Mais il faut bien qu'il les paye. Ah, donc c'est du Comment crédit. allez-vous l'empêcher de payer pendant que c'est lui qui commande à tout le monde? C'est du crédit. C'est du crédit. Il va falloir payer et c'est lui le chef. Ceux qui sont chargés de contrôler lui répondent, lui obéissent au doigt et à l'œil. Vous voulez qu'ils aillent fouiller où? Donc tout ça là, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Il nous faut inventer un autre système politique. Est-ce que cette Moi, transition je pourra parlerai inventer par ce exemple de démocratie directe. Oui, est-ce que cette transition pourra inventer cet autre système Loin politique? de là. La transition ne durera que 18 mois. Elle en a assez à faire déjà pour reconquérir Farabou. Pourquoi le président Vous croyez Bandao que la a-t-il donc transition- promis de lutter contre la corruption? Oui, mais un président, il est obligé de rassurer son peuple. Ah. Il fait des annonces, mais il ne pourra rien faire. D'ailleurs, les procès qui pourraient commencer sous lui ne vont pas se terminer sous lui. Donc rien ne Et changera. après son départ, on est libre de remettre tout le monde en liberté. Donc- Je vous dis, la démocratie représentative est fondée sur la corruption. Regardez le sort de Sarkozy en France. Regardez le sort de Dilma Rousseff au Brésil. Regardez tout ce qui arrive dans d'autres pays, Silvio Berlusconi, dans les grandes démocraties. C'est de la corruption. Si vous n'avez pas d'argent caché dans les placards, vous ne gagnez pas une élection. Est-ce que vous comprenez? On va donc poser cette question à professeur Mamoutou Soumaré. Ensuite, je voudrais terminer en Rapidement. parlant de la loi sur l'enrichissement illicite. C'est une loi scélérate. Une très très mauvaise loi qui va permettre tout simplement au pouvoir politique, n'est-ce pas, de manipuler l'opinion, de faire peur à ses adversaires politiques et donc d'imposer sa volonté pour éliminer tel ou tel adversaire ou pour promouvoir tel ou tel partenaire politique. Mais le principe général du droit de la preuve, c'est que quand on vous accuse, on doit vous dire pourquoi on vous accuse et on amène les preuves. Ça, c'est le b.a.-ba de la procédure pénale. Mais on est allé copier cette loi au Sénégal pour dire que quand quelqu'un a une maison, on doit l'appeler pour qu'il vienne la déclarer, ensuite qu'il justifie d'où vient cette maison, et si les justificatifs ne vous paraissent pas très très catholiques, donc de déférer la personne en justice. Ça veut dire quoi ça? C'est pas une loi. Ça c'est de l'arbitraire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand Karim Wade au Sénégal a été condamné sur la base de cette loi, au moment où on a voulu exécuter le jugement en France, la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif du jugement d'un tribunal pour dire que cette loi n'est pas reconnue en France. La procédure qui a conduit au jugement n'est pas reconnue par le droit français et on refuse d'exécuter l'arrêt. Professeur Mamoutou Soumaré, Voilà. est-ce que vous pensez que quelque chose va changer avec cette transition, vu que le rapport 2019 a été publié, comme le président Bandao avait promis de lutter contre la corruption? Merci, M. Touré. Je voudrais noter tout d'abord que le rapport, comme disait, je ne me rappelle plus, un des intervenants, le rapport ne parle que de quelques cas. Parmi les 20 000 services qui existent au Mali, le rapport ne parle que de quelques cas. Ensuite, je voudrais faire une petite remarque. En 2013, il y a eu une lettre d'intention du Mali à la direction du FMI. Dans cette lettre d'intention, il était fait mention que le comité mixte de renseignement et d'investigation économique et financière s'était rendu compte que 81% des importateurs maliens avaient sous-estimé, sous-évalué leur chiffre d'affaires en 2010 et en 2011. Et est-ce que vous savez le montant qui avait été sous-estimé à cette époque?
qui avait été évalué par ce comité mixte de renseignement. Il s'agit de 500 milliards par an. Le FMI est au courant, le gouvernement malien est au courant que 80% des importateurs sous-évaluent de 500 milliards de francs CFA leur chiffre d'affaires. Et comment ils peuvent le faire? Il y a forcément un circuit de corruption au niveau des impôts, au niveau de la douane. Il avait remarqué également dans ces mêmes lettres d'intention, on avait dit qu'au Mali, vous aviez 430 entreprises qui avaient déclaré un chiffre d'affaires inférieur au montant des marchés publics qu'ils avaient obtenus. Vous imaginez déclarer un chiffre d'affaires inférieur au montant des marchés qu'ils ont obtenus. Et ces entreprises sont connues. Malheureusement, comme disait un des intervenants, ce ne sont pas des hommes politiques. La corruption existe, et les détournements de fonds existent au niveau de la fonction publique, mais la corruption des commerçants est également très importante. Il faudra qu'on commence à penser à ça. Ce n'est pas réellement le travail du vérificateur, mais ça c'est un élément également de lutte contre la corruption des commerçants, des importateurs. Donc, par rapport au vérificateur lui-même et à la lutte contre la corruption, il faut prendre les bonnes décisions. Vous savez que dans le rapport, par exemple, on nous parle... Est-ce que les autorités de la transition pourront pousser le vérificateur, les acteurs concernés, à prendre les bonnes décisions? Il faut prendre des décisions radicales, parce que la transition n'est là que pour, normalement, 18 mois, même plus de 18 mois maintenant, il reste, je crois, une quinzaine de mois. Donc les autorités de la transition ne pourront pas changer quelque chose, c'est ce que vous voulez dire? Si elles ne prennent pas des décisions radicales, elles ne pourront rien changer. Si c'est pour uniquement faire une grande cérémonie, dire qu'on a reçu le rapport, faire des grandes annonces pour épater la galerie, ça ne sert à rien. Il faut qu'on voit d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, qu'est-ce qui va se passer. Parce que vous remarquerez que les rapports du vérificateur, ce sont des machines à prescrire. C'est des machines à prescrire parce que tout ce qui est dans les rapports jusqu'en 2017, il y a un avocat qui pourra confirmer, tous ces éléments ont été démontrés, il n'y a eu rien n'a été fait, tous ces éléments sont prescrits. Donc les rapports des vérificateurs sont des machines à prescrire, donc il faut forcément faire quelque chose. Et ensuite, il y a une autre chose à faire, c'est s'il y a du vol, c'est parce qu'il y a des structures qui existent. Regardez par exemple dans le rapport les ambassades à Abidjan, les ambassades à Ouagadougou, les ambassades... mais est-ce qu'on a besoin dans l'UMOA, est-ce qu'on a besoin d'avoir une ambassade à Ouagadougou qui dépense 1,3 milliard pour faire un bâtiment de la chancellerie? Les consulats suffisent. On n'a pas besoin d'avoir des ambassades. Il faut rationaliser les fonds. On n'a pas d'argent. On va faire réagir professeur Clément Dambélé sur la question. Est-ce que les autorités de la transition pourront changer quelque chose par rapport à cette lutte contre la corruption? Ils pourront changer quelque chose si, je reviens encore là-dessus, s'ils veulent vraiment lutter contre la corruption. Il y a aujourd'hui des outils. Il faut qu'ils se retournent vers les juristes, vers les détenteurs du bâton du droit pour voir comment il faut revoir, sinon révisiter notre code pénal. Et pour le faire, il faudrait montrer l'exemple. Est-ce que Bandao et son équipe ont même déjà déclaré leurs biens? Non, jusqu'à présent, ils n'ont pas déclaré leurs biens, à ce que je sache. Et ça, c'est déjà le premier péché originel qu'ils viennent de commettre, parce que c'est le péché impardonnable. Ils ne peuvent pas parler d'impunité, de lutte contre la corruption. Parce que ça figure dans la charte de la transition. La redevabilité, l'article 10 de la charte de la transition, demande à ce que le président de la République, 48 heures après son investiture, doit déclarer ses biens. Et tous les membres du gouvernement et même le futur CNT, tout le monde doit déclarer ses biens. Ils n'ont pas fait parce que la même loi, l'article 10 de la charte de la transition, dit que dès la déclaration faite, la Cour suprême doit rendre public. Donc si la Cour suprême n'a pas rendu public cette déclaration, on suppose qu'elle n'a pas été faite, et ce qui est incompréhensible au regard de déclaration de Bandao le jour de son investiture, le jour où il a reçu le rapport du vérificateur général, de vouloir lutter contre l'impunité, vouloir lutter contre la corruption pour un chef d'État qui n'a pas encore déclaré ses biens conformément à la loi, qui se soumettent à la loi et qui va obliger les autres à se soumettre
sous la loi parce que, comme on le dit en Bambara, les pintades regardent toujours celle qui les guide. Le poisson pourrit par sa tête. Maintenant, je reviens sur ce que le jeune frère dit. Effectivement, il a raison. Quand j'entends des propos comme ça, il y a 500 milliards qui sont détournés au niveau du secteur privé parce qu'on ne déclare pas les choses, effectivement. Quand on parle du rapport du vérificateur général, on prend le rapport de l'OCLEI, même on prend le rapport de l'Agence Transparency, le rapport de Frédéric Ebert, le rapport de l'Union européenne, de la Banque mondiale, du FMI, le rapport des Canadiens. Quand on compile, on tombe sur 250 milliards de francs CFA détournés chaque année. Ça correspond au Mali. Depuis les 10 dernières années. On tombe en moyenne sur 250 milliards. Ça correspond à 1250 écoles pour 300 000 enfants. Ça correspond sinon aussi à 1785 SESCOM ou 2500 km de routes bitumées ou la création de 70 000 emplois pour payer chaque salarié à 250 000 francs CFA net, hors charge. Ça veut dire tout simplement que quand on lutte contre la corruption, effectivement, on peut lutter contre le djihadisme parce que partout il y a l'insécurité économique, il y a l'insécurité territoriale, donc il y a l'absence de l'État qui laisse la place au djihadisme, au terrorisme. On peut lutter contre la misère, on peut lutter contre les tensions sociales, on peut réguler beaucoup de choses. Merci, il reste 2 minutes, on donne 30 secondes aux autres invités. Est-ce que dans ce cas, le bureau du vérificateur général sert à quelque chose, Mahamadou Djanka? Si ça ne tenait qu'à moi personnellement, ce bureau va fermer demain matin. Parce que pour rebondir aux propos que tenait le professeur en ligne tout de suite, quant à l'évasion des 500 milliards dus à l'importation, je trouve aujourd'hui qu'il y a des procédés simples. On ne va pas réinventer la roue. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui pour Pourtant, Maître Konaré estime qu'il faut réinventer les choses. Non, il faut réinventer les choses, mais d'autres pays sont passés par ce que nous connaissons actuellement. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui pour amener la facture normalisée, pour réduire l'évasion de TVA que nous constatons tous les jours? Et j'ai parlé de la digitalisation il y a un moment par rapport aux importations. Qu'est-ce que nous attendons pour informatiser toute la chaîne et de sorte que l'intervention humaine soit limitée au strict minimum? J'ai parlé plutôt aussi de l'usager mystérieux que nous voyons au Rwanda. Il s'agit d'envoyer, c'est-à-dire sous forme d'usager banal, des agents contrôleurs pour que l'agent public en face puisse se mettre en tête que cet usager malpropre qui vient se présenter à moi peut être un contrôleur. Merci, il reste quelques secondes de pression. Qu'est-ce que les autorités de la transition peuvent mettre en place comme action pour pouvoir faire bouger les choses, faire changer quelque chose par rapport à la lutte contre la corruption? Je pense que la lutte contre la corruption dépasse une lutte de 18 mois. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que ceux qui sont aux affaires n'ont ni les moyens, ni effectivement la réelle volonté de lutter contre ça. Quand vous regardez ne serait-ce que le cabinet taillé sur mesure pour la vice-présidence, on se pose effectivement des questions. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont sur le terrain, à commencer par le bureau du Végal, même si effectivement on reste sur notre faim. Vous avez les parlementaires, vous avez effectivement la société civile aussi, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens ne savent pas qu'ils ont la possibilité de déclarer, de dénoncer effectivement des pratiques de Ahmed Konaré, aujourd'hui, est-ce que quelque chose va changer? Moi, ce que je conseille aux autorités, c'est de s'intéresser à l'origine politique de la corruption. La principale source de la corruption, c'est la politique. Et parce que l'argent qu'on vole là, c'est au profit aussi des hommes politiques pour perpétuer leurs pratiques politiques. Et ce sont ces mêmes hommes politiques qui vont devenir président, premier ministre pour perpétuer la même pratique. Donc lutter contre la corruption à travers la politique. Je suis désolé, il est 19h. Le débat prend fin et les 4-5 invités sont presque unanimes là-dessus. Cette transition ne changera pas quelque chose dans la lutte contre la corruption, même si le président Bandao a promis de le faire. Merci, professeur Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, Khalid Dambélé, économiste chercheur au CRAPES, maître Cheikh Oumar Konaré, avocat, Mahamadou Djanka, juriste, professeur Mamoutou Soumaré, économiste, chercheur au groupe de réflexion et de recherche sur la corruption GRCCE. Alors à la régie vidéo et à la régie technique vidéo plutôt, il y avait Seydou Ndaoua et Salim Diouara. Moi je suis Mohamedou Touré et on se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.